Aujourd'hui, beaucoup de marques parlent du service client comme étant quelque chose de très important, c'est un levier stratégique, mais les clients ne le perçoivent pas forcément. Finalement, comment écouter, traiter un client satisfait pour qu'il revienne sur cette marque? Finalement, comment faire des pépites à partir de pépins? C'est le thème qui nous anime aujourd'hui et quoi de plus pertinent d'en parler que le secteur aérien, des compagnies aériennes, Hop en l'occurrence. Et j'ai autour de la table Hélène Abraham qui est directeur commercial marketing produit de Hop et couvre à ce titre l'ensemble du parcours client tout en définissant les produits en amont. Et Nadera Malki qui est manager de la relation client, même responsable de centre, on peut dire, pour Bluelink, qui est le partenaire de Hop. C'est-à-dire qu'à chaque fois que moi j'appelle en tant que client la compagnie Hop, je tombe sur vos équipes. Hélène, on va commencer par vous aujourd'hui. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots le métier de Hop? Alors Hop est à la fois une compagnie aérienne et une activité, puisqu'en fait on parle de l'activité de Hop Air France, puisqu'en fait aujourd'hui dans mon activité c'est à peu près 600 vols par jour, une centaine d'appareils qui vont de la TR-42 jusqu'à l'Airbus A321, c'est-à-dire d'un avion de 50 sièges jusqu'à 200 sièges, et c'est une activité qui en fait correspond au vol court courrier du groupe Air France KLM en France, et la France a la particularité d'être le réseau aérien le plus dense de toute l'Europe. On ignore souvent ce point, mais même si nous avons un réseau d'autoroutes et un réseau de TGV extrêmement dense et présent en France, en fait l'avion a toute sa place dans la mobilité et on voit que la mobilité est toujours quelque chose sur lequel la demande est en augmentation. Et finalement, quels sont les grands enjeux auxquels vous êtes confrontés dans ce secteur? Les enjeux donc, pour Hop Air France, dans notre activité de transporteur, nous sommes dans un monde de service. Donc ce qu'attendent les clients, c'est que le service soit délivré. Le service délivré sur le court courrier, c'est la sécurité, qui n'est pas négociable, la régularité, la disponibilité de l'avion et aussi la ponctualité. On est dans des vols très courts. Notre clientèle, c'est à la fois de la clientèle d'affaires, qui a des rendez-vous, qui a des taxis, qui a des enjeux et une journée à préparer. Et puis une clientèle plutôt tournée vers le loisir, des gens qui vont aller dans leur famille, dans leurs amis, ou qui vont tout simplement partir en week-end ou retrouver leurs enfants, puisque nous transportons beaucoup d'enfants non accompagnés, qui vont de chez papa à chez maman ou de chez papa à chez mamie. Et donc notre enjeu sur le service, c'est d'apporter un service sans couture aux clients, dans un monde du transport qui reste magique, parce que malgré tout, on confie sa vie à un équipage. L'avion, il quitte le sol pour retourner vers le sol. Et donc c'est toujours beaucoup d'inquiétude de la part des clients. Notre métier, et nous sommes tous des professionnels, c'est d'apporter ce service à tous les moments et à tous les points de contact aux clients. Alors, le secteur aérien est évidemment, comme je le disais au début, source de nombreux mécontentements potentiels ou de nombreuses inquiétudes d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en capacité de repérer ces clients satisfaits, même s'ils ne s'expriment pas? Et quels sont les principes qui vous guident pour traiter, répondre, gérer ces clients mécontents? Alors votre thème que je trouve vraiment juste, c'est que des pépins dans notre métier, il peut y en avoir à toutes sortes de parcours. Ça peut être un accident sur l'autoroute qui fait qu'on a du mal à rejoindre l'aéroport. Ça peut être des enjeux météo, la pluie, le vent, le brouillard. Les avions atterrissent tout le temps, presque partout, mais pas toujours. Et puis ça peut être effectivement toutes sortes d'aléas. Donc notre métier, c'est à la fois de rassurer les clients et c'est très important d'expliquer. Je crois que lorsqu'on donne des explications qui sont les plus justes possibles sur ces petits pépins, les clients comprennent. Et malgré tout, même si pour un client d'affaires, ne pas pouvoir atterrir sur l'aéroport qui était prévu parce qu'il y a du brouillard et être dérouté sur un autre, c'est pas très agréable. Nous organisons toute la prise en charge du client pour l'amener à sa destination finale. Et puis, si l'avion n'a pas pu partir, eh bien, il a droit, bien évidemment, à une petite prestation sur l'aéroport, à boire, à manger, le cas échéant, être hébergé au pire lorsqu'on a vraiment eu un déroutement sur l'aéroport qui n'était pas le bon et qu'on ne peut plus décoller parce que les aéroports ferment la nuit pour certains d'entre eux. Donc la prise en charge est également quelque chose qui est important. On est une compagnie d'avions réguliers, on appartient à un très grand groupe, donc notre empathie vis-à-vis des clients, notre capacité de prendre en charge, c'est quelque chose de fondamental et c'est aussi pour ça que cette prise en charge, elle s'exprime multicanaux.
On a la chance d'appartenir à un très grand groupe qui est très bien organisé sur ce sujet-là, puisque si les clients nous laissent leur contact, ce que nous souhaitons, puisque c'est comme ça qu'on peut les prévenir, nous allons, à 3 heures avant le départ, lorsqu'on a connaissance de quelque chose, leur envoyer un email, un SMS, voire faire des appels sortants, si on ne peut pas les contacter, pour les prévenir, soit d'un changement d'avion, soit d'un changement d'horaire, et de telle sorte qu'effectivement, ils aient l'information en amont autant que possible. Lorsque ça se passe entre 3 heures et l'heure de départ, souvent ça va se faire en aéroport, plutôt que par mail ou par téléphone pour avoir un contact physique. Très bien. Et qu'avez-vous mis en place pour traiter ce point particulièrement ? Alors, sur la façon d'informer le client ou la façon de s'occuper du client en amont, quelle que soit je dirais l'information, on a quand même le souci de donner la bonne information au bon client. À la fois, on va lui dire 30 heures avant le départ, n'oubliez pas de vous enregistrer en ligne. Lorsqu'il y a des grands départs en vacances, on va leur envoyer des emails pour pouvoir préparer les voyages. On sait que les vacances scolaires, les clients ont peut-être moins l'habitude de voyager, donc on va leur dire, voilà la dimension des bagages auxquels vous êtes autorisés, faites attention, vous n'avez pas le droit d'emporter du liquide après l'inspection filtrage. Donc, on va leur faciliter la préparation du voyage. Et selon la typologie de client, on va répondre à leurs attentes. Un client d'affaires qui a l'habitude de voyager n'a pas besoin qu'on lui rappelle que la petite bouteille d'eau ne passe pas à l'inspection filtrage ou que s'il voyage pour 48 heures, il faut avoir ses produits de toilette dans un petit sachet, maximum 100 ml, etc. Mais notre métier, c'est encore une fois le monde du service. Et chez Opère France, on a le souci de pouvoir envoyer à des clients des informations dans des délais préalables au vol ou postérieurs au vol pour savoir si ça s'est bien passé. Nous interrogeons énormément nos clients. Nous sommes comme beaucoup d'entreprises, nous mesurons ce qu'on appelle le Net Promoter Score, la différence entre les promoteurs et les détracteurs. C'est un petit peu le sujet de votre chronique ou de votre émission. Et c'est effectivement pour nous aussi un bon calibrage que nous mesurons à l'intérieur du groupe et que nous mesurons spécifiquement pour le court courrier de Opère France. Donc on a bien compris les mots-clés, sécurisation, parcours client sur l'ensemble des canaux, explication, beaucoup d'explications, beaucoup de pédagogie, de la prise en charge, de l'accompagnement client. Nadera, c'est vous qui mettez en œuvre toute cette musique, on va dire, pour accompagner le client. Comment vous identifiez, vous, les clients qui sont insatisfaits aujourd'hui, sachant que vous expliquez qu'effectivement vous couvrez tous les canaux digitaux ou tous les canaux à distance, que ce soit téléphone, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit emailing. On travaille pour Hop déjà depuis de nombreuses années, depuis le démarrage de la compagnie en réalité. On a accompagné Hop sur la création de ce service client en 2013. Et on couvre la relation client pour Hop sur à la fois le téléphone, les emails, les réseaux sociaux, sur toute la chaîne, sur tout le parcours client. Mes équipes peuvent vous répondre. Alors, la charge émotionnelle de ces clients insatisfaits ou inquiets peut être très forte. Et dans ces cas-là, comment vous les traitez ? L'idéal, c'est quand ils nous appellent. Parce qu'au moins on a l'opportunité, l'occasion d'échanger avec eux et de désamorcer des situations ou des mauvaises expériences qu'ils ont pu avoir. Ça c'est l'idéal, c'est la situation la plus évidente pour nous. Quand ils ne s'expriment pas, on va tenter par des enquêtes que l'on va leur envoyer quand même d'obtenir leur voix d'une manière ou d'une autre. C'est une autre façon qu'on a d'atteindre un client qui n'aurait pas eu l'occasion de s'exprimer. Comment sont formés, même recrutés, préparés vos collaborateurs, vos équipes, pour répondre à ces clients avec autant d'efficacité ? D'abord, ça commence au recrutement, parce qu'on va dans le cadre du recrutement, mettre en place des moyens d'identification des profils qui reposent beaucoup sur les aptitudes relationnelles. D'abord, on va les mettre en situation, leur faire vivre un contact avec un client, une mise en situation réelle, et évaluer à ce moment-là leurs aptitudes à gérer une situation conflictuelle, leur gestion du stress justement, et faire en sorte que sur cette base-là, on reconnaisse les personnes qui auront une capacité plus ou moins développée à gérer des situations difficiles.
Ça fait partie des premiers critères de recrutement que nous avons. L'aptitude relationnelle et la gestion du stress et la gestion des moments difficiles. Parce que finalement, les collaborateurs que vous avez ne traitent pas que ces types d'appels, j'imagine. Non, ils ont aussi des appels de vente, d'information, de réclamations diverses et variées, mais c'est vraiment des réseaux sociaux, c'est vraiment l'ensemble des interactions qui peuvent exister avec un client qu'ils sont amenés à gérer. Donc on cherche vraiment des profils relativement polyvalents, pas cantonnés à un domaine, mais plutôt avec une capacité à gérer des situations diverses, tout au long du parcours client. Alors on parle de recrutement, en formation, en préparation. Oui. On a développé tout un tas de modules de formation liés plutôt aux postures de service, aux attitudes relationnelles, des modules tels que ce qu'on appelle les essentiels de la relation client chez nous. Pour démarrer, tout collaborateur qui entre à Bluelink va d'abord passer par un sas d'identification de ses capacités relationnelles à distance, puisque vous savez qu'à distance c'est encore plus compliqué, il faut tout passe par la voix, donc comment, avec très peu de contact visuel, très peu de visibilité sur le client, réussir à créer une émotion, un lien, une interaction qui permette l'échange positif pour le conseiller comme pour le client. Donc on va s'attacher plus particulièrement à identifier ça pendant la formation et délivrer les modules qui conviennent aux conseillers. C'est vraiment ça qui est pris. Alors ça dépend, ça peut aller de 2 jours minimum au démarrage. Et puis après, quand on va mettre en place des modules de formation continue, on peut aller jusqu'à 5 jours, 6 jours, selon l'affectation du conseiller et le fait qu'il soit plus ou moins exposé à la réclamation, par exemple. On va aller un peu plus loin en lui délivrant des modules sur la gestion des conflits, par exemple, sur comment désamorcer une situation difficile. Ça va être des modules spécifiques qui vont être donnés aux conseillers, en plus des modules standards. Non, ça c'est sur le téléphone beaucoup, mais oui. Sur les réseaux sociaux et sur pareil, c'est pareil. Sur les réseaux sociaux, ça va être des capacités rédactionnelles qui vont être évaluées, notamment lors du recrutement, mais aussi en coaching, en accompagnement terrain. On va veiller à ce que le collaborateur suive des ateliers d'écriture. On fait des séances de calibrage pour que les conseillers comparent avec leur manager et leur formateur et calibrent la façon dont on peut rédiger un post, un tweet, un email, pour qu'ils correspondent à la fois à la situation que vit le client, à ses attentes, à ses demandes, mais aussi à l'image de marque que l'on représente. C'est-à-dire de respecter les éléments de langage de la marque, faire en sorte que tout ça soit retranscrit, quel que soit le type d'interaction qu'on a avec le client. Est-ce que vous pensez aujourd'hui obtenir qu'un client satisfait, finalement, redevienne fidèle à Hop, ou conserve son attachement à Hop ? Parce que finalement, c'est le thème de notre... oui, mais le moment de la réclamation, ou le moment de l'interaction avec la marque à distance est un moment fondamental. Si le client nous appelle, c'est clé. Si le client nous appelle, fait la démarche de nous contacter, c'est qu'il a envie d'être en relation avec cette marque. Notre enjeu à nous, Bluelink, c'est de faire en sorte que chaque échange, quel qu'il soit, que ce soit en réclamation ou non, soit l'occasion d'un échange émotionnel qui attache le client à la marque, qui fasse en sorte qu'il ait une belle expérience, il vive quelque chose de émotionnellement intéressant et qui va lui faire garder en mémoire un bon moment avec cette marque. Ça, c'est vraiment, et quel que soit, encore une fois, le moment du parcours client, on va s'attacher à ça. Vous avez une belle histoire à nous raconter? J'en ai plein. Bon, on a des bébés Hop, on a des mariages Hop, on a des mariages Hop, racontez-nous. Des clients qui se sont rencontrés à bord, des clients qui nous ont demandé à l'avance
de pouvoir faire une annonce de demande en mariage à bord, par le commandant de bord. Extraordinaire. Oui, mais enfin, il se passe des choses sur les avions, enfin là on parle des avions, mais de manière générale, dans la relation client, on vit quand même des moments assez exceptionnels de la vie des clients. On participe d'une certaine manière à la vie des clients, on arrive à des temps forts de la vie des clients qui sont assez inattendus et exceptionnels de notre côté. Et ça fait partie des choses qui motivent nos conseillers qui peuvent parfois vivre des moments difficiles, mais voilà. Le lien humain, le Humanly digital qui fait partie de nos signatures, c'est ce qui fait que nos conseillers retrouvent de l'engagement chaque jour. Ils sont tellement impliqués dans la partie émotionnelle, le lien avec le client, que ça les motive davantage à reprendre chaque appel les uns derrière les autres. Donc si on revient à comment je transforme un client insatisfait en un client fidèle à la marque, est-ce que vous avez mis en place des indicateurs particuliers? Oui, des indicateurs et des démarches. C'est-à-dire qu'un client qui nous exprime sur les réseaux sociaux qu'il n'est pas content, on va s'assurer qu'il est rappelé, qu'on comprenne pourquoi il est mécontent et qu'on lui donne de la visibilité, de l'information, qu'on fasse de la pédagogie autour de l'événement qu'il a vécu. Ça va faire partie des méthodes systématiques de reconquête, de renouer un lien avec le client qui a vécu une mauvaise expérience. Par exemple. Donc ça ne s'arrête pas finalement au seul contact. Ça ne s'arrête pas qu'au seul contact. Beaucoup en amont, beaucoup en aval. Voilà, et on va par exemple. Qui est repéré. Absolument, on va pousser des enquêtes de satisfaction pour vérifier la perception qu'a eu le client du contact qu'il a eu avec nous. Et si le contact s'est mal passé, on va le rappeler derrière pour essayer à nouveau de comprendre ce qui s'est passé et lui donner des explications, voire lui trouver une nouvelle solution qui va faire que il ne reste pas sur une mauvaise expérience avec la marque. On parlait des indicateurs NPS tout à l'heure, Hélène en parlait, qui est un des indicateurs évidemment de recommandation et donc de fidélisation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place? Comment vous en servez? Oui, on s'en sert, on le monitore, on le reçoit, on le monitore chaque semaine avec nos équipes, on le regarde, on l'observe et on essaye d'évaluer qu'est-ce qu'il y a dans l'expérience du client, qu'est-ce qui a généré une bonne perception ou une bonne recommandation, une mauvaise recommandation. Et ça participe du même processus, c'est-à-dire j'ai une information qui m'est donnée par le client, un message du client, comment je l'interprète, comment je l'analyse, et ensuite comment je travaille avec lui derrière pour l'améliorer ou le développer, parce que parfois on est quand même bien recommandé. Et ça, on va aussi l'exploiter. On exploite aussi bien les retours positifs que négatifs avec nos équipes. Sur ces indicateurs, quels résultats aujourd'hui et quel objectif vous fixez dans ce domaine d'amélioration continue? Pour ceux qui sont relatifs au service client, on a des notes de satisfaction conseillées particulièrement qui nous incombent, sur lesquelles on a soit un taux de clients super satisfaits ou hyper satisfaits, c'est ce qu'on monitore. On monitore le taux de clients super satisfaits et hyper satisfaits et on s'est donné un objectif en la matière supérieur à 8 en l'occurrence. Nos promoteurs en fait. Voilà, nos promoteurs. Et l'objectif est fixé sur l'atteinte d'un certain niveau de promoteur. Et ensuite, on a la note qui est donnée par le client à chaque conseiller, à chaque interaction. C'est ces deux indicateurs que nous monitorons et qui font l'objet de plans d'action, de formation, d'accompagnement, de coaching des conseillers pour les améliorer. Nadera, merci beaucoup. Merci à vous. Alors Hélène, en fonction effectivement de tout ce qui a été mis en place que nous a décrit Nadera, quel bilan vous en tirez, quels enseignements vous en tirez de ces constats ou de ce qui a été mis en place
jusqu'à maintenant? Alors d'abord, je voudrais dire que le partenariat qu'on a avec Bluelink est tout à fait un partenariat de co-construction. Nadera l'a bien précisé. Tout ce que l'on fait, on le fait ensemble. On construit pour permettre d'avoir un service client qui est le mieux possible. Alors c'est vrai que nous sommes particulièrement fiers d'avoir été élus service client de l'année 2017 à nouveau. Ça s'est fait en coopération, en animation, en information, en formation. Et c'est notre plus grande fierté, je crois, parce que l'élection service client de l'année 2017, ça montre à quel point un métier qui est le nôtre, qui est un métier très compliqué et en même temps peu accessible au grand public, on est aussi capable d'accompagner tous les clients sur tous les points de contact, que ce soit le téléphone, que ce soit l'après-vente, que ce soit les réseaux sociaux, le site internet, puisque tout ceci est testé, et montre à quel point les clients finalement vont retrouver cette information et ce service qu'ils attendent de nous, qui est un service bien évidemment, qui fait partie de notre histoire. Donc chez Opère France, on est très heureux d'être à nouveau élu service client de l'année 2017. Et on vous félicite encore pour votre titre. Merci beaucoup. Vous avez eu cette année élu service client de l'année Merci. 2017.